Lorsqu'on examine la tête d'un cheval, les yeux présentent certaines caractéristiques distinctives qu'il est préférable de prendre en compte lorsqu'on choisit d'acheter un cheval. Une bonne observation des yeux permet en effet d'évaluer leur symétrie, leur conformation ainsi que l'éventuelle présence de lésions. Leur couleur, leur position exacte, ainsi que leur taille, proportionnellement à celle du front, varient selon les spécimens. En outre, ces critères ont une certaine influence sur la capacité de chaque cheval à s'adapter à son environnement immédiat et donc sur son aptitude à la pratique de telle ou telle discipline. Les yeux des chevaux peuvent être noirs, marron, noisette, bleu ou vert. Les yeux noirs, marron ou noisette sont le résultat d'un iris avec une forte concentration en pigments, tandis que les yeux bleus ou verts sont dus à une faible pigmentation, voire une absence totale de pigments. On préfère de manière générale des yeux avec une concentration en pigments suffisante. Les chevaux aux yeux trop clairs sont en effet facilement éblouis par la lumière. Les paupières blanches, dues elles aussi à l'absence de pigments, sont plus couramment sujettes aux ulcères. Cependant, on rencontre parfois des chevaux avec les yeux noirs, dont une partie de l'iris est blanche. Certains attribuent à cette particularité le mauvais caractère d'un cheval. Cette croyance n'a pourtant absolument aucun fondement. L'on ne compte plus les chevaux présentant cette particularité et dont le caractère est bel et bien doux et bienveillant. La présence d'un voile opaque ou d'une cicatrice sur l'œil est en revanche bien plus problématique. C'est souvent le résultat d'un choc ou d'un coup. Lorsque le voile opaque recouvre plus de la moitié de l'œil, la vue du cheval est clairement affectée. La réactivité et la sensibilité des yeux du cheval varient et évoluent avec l'âge, comme chez les êtres humains du reste. Les stimuli mécaniques, comme le vent, chimiques, comme les médicaments, ou bien encore externes, comme la lumière, déclenchent des réactions dans l'œil. Or, si les capacités de réaction à ces stimuli diminuent, le plus souvent en raison d'une dégradation du nerf optique, c'est mauvais signe. Car si l'œil ne possède pas une sensibilité et une réactivité suffisantes, cela peut entraîner à moyen terme l'apparition de lésions susceptibles de menacer la vue, et donc l'existence même du cheval. Certains chevaux de course, dont les yeux sont particulièrement sensibles, doivent par exemple courir avec des œillères, pour éviter le contact du sable et de la poussière soulevés par les autres chevaux. D'autre part, il est également évident que les muscles des yeux se fatiguent avec l'âge, ce qui explique parfois que les réactions et les mouvements des chevaux soient plus lents. Les chevaux avec de petits yeux sont désavantagés car l'effort est plus important pour déformer le cristallin de l'œil, mouvement indispensable à l'accommodation. Autrement dit, la mise au point sur des objets précis. Lorsqu'on choisit un cheval, il faut donc prêter la plus grande attention à la position de ses yeux, qui doivent de préférence être bien espacés. Lorsqu'ils sont placés trop haut sur le front, l'effort du cheval pour voir latéralement est plus important. On privilégie de la même manière les chevaux avec de grands yeux. Il a été prouvé qu'ils avaient une meilleure capacité visuelle, en particulier dans l'obscurité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si tous les animaux nocturnes possèdent eux aussi de grands yeux. Toutefois, dans des régions particulièrement venteuses ou chez des chevaux très rapides, les grands yeux sont davantage exposés. Ainsi, raconte-t-on que l'on faisait dormir les chevaux arabes sous la tente de leurs cavaliers pour les protéger des tempêtes de sable. Si la perte progressive de la vision d'un œil est de manière générale bien tolérée par les chevaux, il faut veiller à ce que la paupière ne s'enroule pas vers l'intérieur de l'œil. Appelée entropion, cette modification de conformation peut occasionner une irritation de la cornée par frottement des cils. Dans le cas contraire, c'est-à-dire l'ectropion, la paupière se renverse vers l'extérieur de l'œil. Ce dernier subit alors une exposition excessive qui peut provoquer une conjonctivite chronique. C'est un phénomène assez répandu chez les chevaux, dont les paupières sont claires. Les chevaux présentant des défauts de vision ont souvent l'air effrayés, les yeux grands ouverts, les pupilles dilatées et les oreilles tendues. Ils peuvent aussi réagir de manière disproportionnée à un bruit ou au contact d'un objet qui les effleure, ce qui les rend potentiellement plus dangereux.
Les mouvements coordonnés des yeux sont contrôlés avec une grande précision par les muscles qui les entourent. Les mouvements de ces muscles sont eux-mêmes contrôlés par les récepteurs de l'équilibre situés dans le vestibule de l'oreille interne. Les yeux s'adaptent à la lumière à laquelle ils sont exposés. En effet, l'iris s'ouvre ou se ferme pour moduler la quantité de lumière entrant dans l'œil. Bien que les yeux du cheval soient saillants et à fleur de tête, ils sont rarement sujets aux lésions. Les paupières sont par exemple plus exposées car elles sont mobiles et clignotent très rapidement pour protéger le globe oculaire. Si un cheval ferme son œil lorsqu'on approche une main, cela signifie qu'il a une très bonne vue. En revanche, si ses paupières restent ouvertes et que ses pupilles sont fixes, alors il est probable qu'il souffre d'une affection de la vue plus ou moins importante. Il n'est donc pas nécessaire d'être un grand spécialiste pour savoir si un cheval dispose d'une bonne vue. Il faut simplement être capable d'observer certains signes qui ne trompent pas. Chaque cheval possède sa propre beauté, qui peut lui venir de sa morphologie, de sa façon de se déplacer, ou bien encore de sa robe. Toutes les robes peuvent présenter des zones recouvertes de poils blancs, sans pour autant changer de nom. Il s'agit en effet des marques blanches que l'on trouve sur la tête ou sur les membres, autrement dit les en-têtes ou les balsanes. Si le cheval présente une robe de base marquée de larges taches blanches, alors il s'agit d'un patron de robe pie. Si ces plages sont verticales et passent par la ligne du dessus, il s'agit d'un pie Tobiano. Au contraire, si elles sont plutôt horizontales et qu'aucune ne remonte jusqu'à l'échine, il s'agit d'un pie Overo. L'origine du nom Tobiano est controversée. Certains affirment qu'il vient d'un éleveur de chevaux brésilien répondant au nom de Tobias, lequel affectionnait particulièrement les chevaux dont la robe était marquée de larges taches blanches. Ces plages claires sur une robe de base sont donc des zones de poils blancs sous lesquelles la peau est rose. Cette caractéristique se manifeste dès la naissance du cheval et ne subit aucune évolution au cours de sa vie. Le pie Tobiano est le plus courant des patrons pie. Les plages blanches peuvent être de taille variable, mais leur contour doit être net et assez régulier et doit s'étendre vers le bas depuis la ligne du dessus. On peut ainsi affirmer qu'un cheval Tobiano ressemble à un cheval sur lequel on aurait versé depuis le haut un seau de peinture blanche, notamment sur le garrot ou sur la croupe, voire sur les deux simultanément. Contrairement à l'Overo, qui est généralement maquillé de blanc en tête, parfois presque entièrement, le Tobiano présente une tête de la couleur de sa robe de base, avec des marques blanches classiques comme la liste, la pelote ou l'étoile. Les taches blanches du Tobiano sont souvent comparées à celles des vaches laitières. La singularité de ces taches réside dans leur contour. En effet, on peut distinguer à la séparation entre les deux couleurs une mince bande où les deux nuances de poils se superposent, donnant lieu à une teinte bien particulière. La queue des chevaux Tobiano présente souvent les deux couleurs, avec une séparation très nette. Chez les chevaux Overo, en revanche, les deux couleurs sont mélangées de manière plus indistincte. On distingue parfois 3 variétés de robes Tobiano, selon la proportion des marques blanches sur la couleur de base. Premier cas, un équilibre parfait entre les deux, 50% de taches blanches et 50% de robe de base. Deuxième cas, une robe presque entièrement blanche où la couleur de la robe de base est très largement minoritaire. Enfin, troisième cas, l'inverse, c'est-à-dire une robe de base majoritaire avec une faible proportion de taches blanches. C'est l'équilibre parfait entre les taches blanches et la couleur de la robe de base qui est le plus souvent recherché chez les chevaux Tobiano. Rappelons que le patron de robe pie Tobiano peut se trouver sur toutes les robes de base unies, que ce soit le bai, l'alezan ou encore le noir. Si la couleur de base domine, on dira
Bai Pi Tobiano ou Alezan Pi Tobiano. Si c'est le blanc qui domine, on dira plutôt Pi Tobiano Bai ou Pi Tobiano Alezan. Il existe cependant un cas bien particulier, celui des chevaux gris Pi Tobiano. Au fil des années, ces chevaux voient en effet leur robe grisonnée jusqu'à devenir parfois presque entièrement blanche. Dans ces cas-là, la peau est rose à l'endroit des marques blanches d'origine et plus sombre là où la robe de base a grisonné puis blanchi. Le Tobiano est un patron de robe Pi qui peut donc apparaître sur n'importe quel cheval. Il suffit qu'un des deux géniteurs soit déjà Tobiano. Le gène Pi Tobiano est effectivement un gène dominant, ce qui ne fait que rajouter à la valeur de cette robe, notamment pour les éleveurs qui souhaitent avoir des chevaux tachetés. Si l'on croise un cheval Tobiano avec une jument d'une autre couleur, la plupart des poulains seront Tobiano eux aussi. Cela explique aussi pourquoi les éleveurs de certaines races, dites pures, comme le pur sang anglais par exemple, n'acceptent pas les étalons ou les juments Tobiano, afin d'éviter le mélange avec le gène Pi dominant. La singularité de la robe Tobiano fait qu'elle est très appréciée et de plus en plus recherchée. Elle explique par exemple la popularité toujours croissante des chevaux Tobiano en équitation western. Il est certain qu'il est plus aisé lors d'un concours de se faire remarquer et de se distinguer avec un cheval Tobiano qu'avec un cheval à la robe unie et plus commune. C'est pourquoi les éleveurs sont de plus en plus nombreux à privilégier chez leurs chevaux ce patron de robe original. Les origines du cheval mourguésé remontent au XIIIe siècle, à l'époque des mythiques écuyers de l'empereur Frédéric II de Souabe. Il avait intimement lié sa passion pour les chevaux à son amour pour la région des Pouilles, en Italie, où il avait fondé 3 élevages. Il avait ordonné que ces chevaux destinés à la guerre soient élevés non pas dans les plaines humides et herbeuses, mais sur le relief aride et accidenté du plateau des Mourgues, afin de renforcer leurs membres et leurs sabots. La République maritime de Venise elle-même choisit cette région pour y élever des chevaux particulièrement robustes et parfaitement adaptés à un usage aussi bien militaire que civil ou sportif. En 1926, le ministre italien de l'Agriculture lança officiellement dans les Pouilles le processus de sélection de la race mourguésée. Dans l'immédiate après-guerre, il devint nécessaire de sauvegarder et de valoriser cette race autochtone très ancienne. Particulièrement appréciés des éleveurs, ils avaient réussi à préserver de nombreux spécimens des vicissitudes subies par tout le secteur équestre durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que vit le jour, en 1948, l'Association régionale des éleveurs du cheval des Mourgues et de l'âne de Martina Franca, qui donna une nouvelle impulsion à l'élevage et à la sélection du cheval mourguésé. La race mourguésée connut alors un essor important et se diffusa sur tout le territoire national. C'est donc tout naturellement qu'en 1990 fut fondée l'Association nationale des éleveurs du cheval des Mourgues. Les évaluations morphologiques pour l'inscription à cette association sont effectuées à l'âge de 30 mois et tous les chevaux inscrits au studbook de la race et ayant déjà passé avec succès l'évaluation obligatoire des 18 mois peuvent y prendre part. Le cheval mourguésé est emblématique de son territoire, auquel il doit son nom, mais aussi nombre de ses qualités, comme sa rusticité, indispensable pour survivre dans un environnement et des conditions climatiques difficiles, avec un hiver froid et un été chaud et aride. Citons aussi la solidité de ses membres et de ses sabots, que l'on peut attribuer au relief rocheux et calcaire du plateau des Mourgues. Enfin, la sûreté de ses pieds et son grand équilibre, caractéristique des chevaux habitués à arpenter des sentiers abrupts. Bien que le mourguésé appartienne à la catégorie des chevaux médiolignes,
Sa taille au garrot peut varier de 1,50 m à 1,62 m chez les juments et de 1,55 m à 1,68 m chez les étalons. Le périmètre thoracique est lui d'environ 1,72 m chez les juments et de 1,80 m chez les étalons. La robe du mourghèzé est généralement de couleur noir jais, parfois baie sombre ou alezane, et l'on peut trouver exceptionnellement des robes gris fer cap de mort, mais sans aucune tache blanche sur la tête ou sur les membres. Les poils blancs disséminés sur la croupe ne sont pas admis. La tête du cheval mourghèzé procure une sensation de solidité, bien qu'elle ne soit ni très grande ni très lourde. Généralement bien portée et bien attachée, elle présente un profil variable qui peut aller de rectiligne à légèrement convexe. Le front est large, très souvent recouvert complètement par un toupet fourni, typique du mourghèzé. Les naseaux sont larges et mobiles, les oreilles bien séparées et très droites. Les yeux sont grands et saillants, très expressifs, signe d'un tempérament doux et bienveillant. Bien que sa base soit large, l'encolure est presque toujours harmonieuse, et ce, même chez les sujets les plus jeunes. La crinière est fournie avec des crins abondants et ondulés. Le corps est puissant et musculeux, avec un thorax bien développé, ample et profond. Le poitrail est lui bien ouvert, l'épaule est généralement oblique. La croupe peut être horizontale ou nettement inclinée. La queue est longue, avec des crins épais et fournis, et bien attachés. Les membres sont solides, avec un bras robuste, un avant-bras large et musclé, de dimension moyenne, ainsi qu'une cuisse bien proportionnée et musclée. Les pieds sont solides et réguliers, présentant une corne noire et très dure, mais suffisamment élastique. Les sabots blancs ou clairs ne sont pas acceptés. La morphologie robuste du mourghèzé s'accompagne d'une peau épaisse et très résistante qui joue un rôle protecteur essentiel contre les piqûres d'insectes et la végétation épineuse. Le mourghèzé est un cheval très docile. Il est rarement sur la défensive, s'éduque facilement et s'habitue avec beaucoup d'aisance à la selle et aux différentes pièces d'harnachement. Voilà pourquoi il est particulièrement apprécié dans le domaine du tourisme équestre et de l'équitation de loisirs. Enfin, outre sa grande docilité, le mourghèzé se distingue par une remarquable capacité d'apprentissage, qui en fait une monture idéale, aussi bien pour les airs de haute école que pour le saut d'obstacle, sans oublier l'équithérapie. Les programmes de réhabilitation et de réadaptation des personnes handicapées ont pour objectif d'améliorer leur quotidien à travers une stimulation mentale et physique. Ils ont également un rôle éducatif visant à enrichir et renforcer les capacités personnelles des patients. Quant aux disciplines sportives, elles offrent à ces personnes handicapées l'opportunité d'élargir leurs perspectives de développement, qu'ils soient moteurs ou sensoriels. Aujourd'hui, le pays organisateur des Jeux olympiques est tenu d'organiser à leur suite les Jeux paralympiques. Cette manifestation permet à des athlètes handicapés de se dépasser en prenant part à toutes les disciplines olympiques ne mettant pas en péril leur intégrité physique. Les Jeux paralympiques reprennent la plupart des symboles olympiques, parmi lesquels la remise de médailles d'or, d'argent et de bronze. Ils regroupent une large catégorie d'athlètes handicapés. Seuls les handicapés mentaux ne sont pas autorisés à y participer, d'une part pour des raisons de classification de handicap, d'autre part parce qu'ils prennent part à leurs propres Jeux, les Jeux olympiques spéciaux.
Le dressage para-équestre est pour l'heure la seule discipline équestre intégrée aux Jeux paralympiques, et ce depuis les Jeux d'Atlanta en 1996. La discipline du dressage se compose elle-même d'un programme imposé et d'un programme libre, appelé aussi cure ou reprise libre en musique. À l'heure actuelle, les règlements du saut d'obstacle et du running sont à l'étude, mais ces disciplines n'ont pas encore été intégrées au programme des Jeux paralympiques. C'est donc ainsi que l'équitation, grâce au dressage, fit son entrée aux Jeux paralympiques. Cette discipline comprend différents niveaux de difficulté technique, ainsi que plusieurs catégories, appelées aussi grades, établies selon les degrés et la nature du handicap des athlètes. L'intransigeance des juges et les critères d'évaluation sont en tout point identiques à ceux en usage lors des Jeux olympiques. Sans perdre de vue le cheval, les juges observent et notent chaque athlète, selon le degré de précision affiché dans la conduite et la maîtrise de leur monture. Pour participer à cette discipline équestre des Jeux paralympiques, les athlètes doivent se soumettre à un examen réalisé par le Comité international paralympique, chargé d'évaluer les capacités physiques de chacun d'entre eux. Les membres de ce comité sont de grands connaisseurs du monde de l'équitation, mais aussi et surtout des médecins confirmés, capables de réaliser un examen clinique précis des athlètes engagés dans la discipline du dressage para-équestre. Les cavaliers sont séparés en 4 grades, qui correspondent donc à 4 degrés de compétition et de handicap. Chaque athlète ne peut concourir que dans un seul grade. Le grade 1 est lui-même séparé en 2 catégories, le grade 1A et le grade 1B. Le grade 1A regroupe tous les athlètes tétraplégiques, autrement dit paralysés des 4 membres. Ce sont généralement des cavaliers utilisateurs de fauteuils électriques. Les reprises ne se déroulent qu'au pas, et les cavaliers ne sont pas autorisés, même s'ils en sont capables, à changer d'allure. Le grade 1B regroupe lui aussi des athlètes tétraplégiques, toutefois moins atteints que ceux du grade 1A. Les reprises se déroulent au pas et au trot. Le grade 2 s'adresse à des cavaliers utilisateurs de fauteuils manuels ou dont la marche est difficile, leur capacité motrice étant cependant supérieure à celle des cavaliers du grade 1. Les reprises s'effectuent au pas et au trot. Le grade 3 regroupe les athlètes non-voyants, hémiplégiques ou amputés fémoraux. Les reprises s'effectuent aux 3 allures, pas, trot et galop. Le grade 4, qui regroupe les cavaliers les moins handicapés, est la catégorie la plus exigeante. Il s'agit en général de cavaliers malvoyants ou bien amputés d'un tibia ou d'un bras. Il réalise des reprises aux 3 allures avec des mouvements latéraux. On considère que ce grade correspond au niveau moyen des reprises de dressage aux Jeux olympiques. Ces cavaliers sont autorisés à porter une prothèse orthopédique dans le cas d'un membre amputé. La liste des figures de la reprise imposée n'est rendue publique que sur décision du président du jury, lequel est chargé, entre autres, d'assurer la sécurité de tous les participants. Le comité d'inspection, qui détermine les profils de classification afin de regrouper les athlètes par degré de compétition, précise pour chacun d'entre eux les éventuelles pièces de harnachement spécialisées qui peuvent être utilisées. Certains athlètes ont ainsi recours à des rênes spéciales ou à un arçon adapté, sans que cela ait une influence sur l'évaluation des juges. Le passage d'un grade à l'autre est possible d'une année sur l'autre. Mais lorsqu'un athlète intègre le grade supérieur, il ne peut plus redescendre dans la catégorie inférieure. On compte aujourd'hui
plus de 1000 cavaliers recensés au niveau international et donc susceptibles de participer aux Jeux paralympiques, provenant de 38 pays différents. Pour limiter les coûts d'organisation et de déplacement, le pays organisateur propose aux athlètes venant de loin de leur fournir un cheval sur place, et ce pour les 3 jours que dure cette compétition. Le premier jour est consacré aux épreuves éliminatoires, le second au final du programme imposé, et le dernier jour à celle du programme libre, appelé aussi cure ou reprise libre en musique. Le dressage para-équestre a pour vocation d'offrir à des personnes handicapées la possibilité d'atteindre leurs objectifs à cheval et de participer à des compétitions. Le bonheur visible sur leur visage en est la meilleure preuve. L'important pour ces valeureux cavaliers n'est pas tant de participer, mais bien de dépasser leur handicap et de relever ainsi le plus beau des défis. Les propriétaires de chevaux sont sans cesse à la recherche de techniques de soins non invasives qui permettent à leurs protégés de se sentir toujours mieux. La fatigue physique des chevaux peut être considérable selon l'activité réalisée. Il est donc logique de les aider à la compenser avant et après l'effort, comme cela se fait avec les athlètes dans la plupart des disciplines sportives. La réflexologie et la mésothérapie, par exemple, peuvent tout à fait être appliquées aux chevaux et donnent souvent de très bons résultats. La réflexologie est une technique manuelle pratiquée sur des zones dites réflexes. Cette discipline se base sur le postulat selon lequel chaque organe ou partie du corps correspond à une zone ou à un point des pieds, des mains ou des oreilles. Masser ces zones précises permet de localiser les tensions et de stimuler l'organe correspondant tout en rétablissant son équilibre. La réflexologie a en effet pour objectif de chercher à rétablir l'équilibre de chaque organe et par conséquent l'harmonie du corps dans sa globalité. L'état de santé général est conditionné par le fonctionnement de chaque partie du corps. Ainsi, les maladies et les troubles correspondent à un déséquilibre d'un, voire de plusieurs organes. Chez le cheval, le pied est entouré et protégé par une enveloppe cornée, le sabot. Travailler à la fois sur la couronne, la zone cutanée à la jonction entre le membre et le sabot, et le talon des antérieurs et des postérieurs, stimule les terminaisons nerveuses qui se trouvent juste sous la peau. Les effets obtenus sont identiques à ceux de la réflexologie plantaire et permettent au cheval de ressentir une harmonie physique générale. Comme toutes les thérapies complémentaires, la réflexologie ne se base pas que sur un rapport physique au corps, à travers le traitement de la douleur. Elle se place également dans une approche énergétique dont l'objectif est de permettre au patient, le cheval dans notre cas, de mieux canaliser son énergie physique et mentale. Le réflexologue stimule le sternum du cheval à des endroits précis qui vont déclencher chez lui des réactions réflexes, l'obligeant notamment à courber et à allonger son dos. On peut noter qu'il s'agit ici d'un mouvement très difficile à reproduire naturellement, que l'on peut parfois observer lorsque le cheval s'étire. On peut également remarquer que le cheval, dès lors qu'il est stimulé, se détend et ressent un bien-être musculaire évident. Au-dessus de l'attache de la queue, on peut localiser 2 points au niveau du sillon qui marquent l'union des principaux muscles de la fesse. En exerçant une pression sur ces 2 points, le réflexologue pousse le cheval à fléchir son rein et à abaisser sa croupe, ce qui va avoir pour effet d'étirer toute son articulation lombaire. Les chevaux de saut d'obstacle, comme ceux de reining, qui sollicitent énormément cette région de l'arrière-main,
apprécient particulièrement les effets relaxants de ce massage. Les douleurs traitées par la réflexologie sont principalement issues de troubles du système musculaire et osseux. Cette technique permet de soulager entre autres les douleurs dans la colonne vertébrale, les contractures, le stress et tous les troubles qui en découlent. Il faut cependant rappeler que la réflexologie, comme toute autre thérapie complémentaire, ne remplace en rien un vétérinaire et ses connaissances médicales. Elle doit plutôt être utilisée comme un appoint, afin de faciliter la guérison ou bien encore de soulager un traitement douloureux. L'une des causes d'un mauvais équilibre de l'organisme chez le cheval est la mauvaise alimentation qu'il peut parfois recevoir lorsqu'il vit au box. Dans ce cas-là, l'appareil digestif est contraint d'assimiler une grande quantité d'énergie, elle-même très rapidement consommée par le cheval, entraînant l'apparition de troubles tels que les coliques ou le manque d'appétit. Les massages au niveau de l'abdomen favorisent les mouvements péristaltiques, facilitant le transit et par conséquent la digestion. Il est possible de la même façon de masser le cheval en veillant à pincer légèrement les plis de sa peau, de manière à stimuler ses muscles superficiels qui ne sont pratiquement jamais sollicités lorsqu'il reste longtemps au box. Une légère friction sous les lèvres inférieures du cheval lui procure une sensation intense de bien-être. Un massage à l'intérieur des joues participe au bon équilibre de son système lymphatique. De même qu'un léger contact sur la paroi du palais aide à produire des opioïdes qui se révèlent très efficaces pour lutter contre le stress. La flexion latérale de l'encolure améliore également la condition physique du cheval. Les massages musculaires comme l'étirement ou la flexion des postérieurs permettent d'atténuer, voire éliminer les contractures. Bref, les exemples des bienfaits de ces touchés thérapeutiques ne manquent pas. Il y a donc toujours de bonnes raisons pour se tourner vers ces nouvelles méthodes de relaxation qui participent au bien-être et améliorent la qualité de vie des chevaux. On peut également préparer l'organisme du cheval avant une course ou un concours, en le mettant dans les meilleures dispositions possibles. Et à la fin, on peut, grâce à des massages, accélérer le processus de récupération afin qu'il puisse se reposer et se décontracter comme il le mérite. La prévention de troubles chroniques ou d'une éventuelle maladie, ainsi que la recherche d'un équilibre de l'organisme, sont plus économiques, plus sûres et surtout moins angoissantes que la médecine curative, qui, elle, intervient après l'apparition des symptômes. Naturellement, chacun est libre de choisir, mais cela ne coûte rien d'essayer, d'autant que les résultats sont immédiats. La principale raison pour laquelle nous considérons que le dressage d'un jeune cheval doit être progressif, c'est qu'une telle méthode permet de le former en douceur et d'éviter chez lui toute réaction violente ou indésirable. Nous avons en effet déjà vu des instructeurs anxieux à l'idée de dévoiler leurs propres techniques de dressage et les qualités de leur cheval. Seulement quelques minutes après l'avoir monté, ils veulent déjà le faire partir au galop, que ce soit dans un enclos fermé ou en extérieur. Mais le cheval n'est pas omniscient. Il ne peut pas deviner que l'action de la jambe du cavalier, si énergique soit-elle, ne sert en réalité qu'à lui demander d'aller plus vite ou de changer d'allure. Le cheval doit apprendre à répondre à ces indications. En effet, s'il ne comprend pas que le cavalier ne cherche qu'à le stimuler et à favoriser son impulsion, il peut réagir violemment, effrayé par le contact des aides, et ruer ou bien encore se lancer au galop. Une telle réaction renverrait presque à une époque révolue lorsqu'on dressait les chevaux de manière bien plus brutale, en abusant des éperons et des coups de botte. Mais l'expérience nous prouve qu'il n'est pas nécessaire de prendre des risques inutiles.
car même les chevaux peuvent avoir un comportement négatif, et ce qui n'était au début qu'un mécanisme instinctif de défense peut se transformer en une mauvaise habitude durable. Il n'est pas nécessaire, par exemple, de faire galoper le cheval pour savoir s'il a reçu un dressage de qualité. Il faut simplement obtenir de lui qu'il réagisse et obéisse à chacune des indications qui lui sont transmises, et ce, quel que soit l'endroit. Il faut donc corriger certaines de ses réactions indésirables. S'il s'incurve plus qu'il ne le devrait, s'il résiste et se raidit, si au lieu de ralentir et de s'arrêter, il continue à avancer de quelques pas, s'il ouvre la bouche et secoue la tête au contact de l'embouchure, s'il est agité, s'il accélère sans que personne ne lui ait rien demandé, s'il refuse d'avancer ou inversement de reculer. L'instructeur chargé du dressage doit davantage se préoccuper de ses comportements indésirables que du galop ou du trot de son cheval. Car les chevaux, lorsqu'ils vivent en liberté, évoluent naturellement aux 3 allures, au pas, au trot et au galop. Le rôle de l'instructeur n'est donc pas de leur apprendre à marcher, trotter ou galoper. Il s'agit là pour les chevaux de mouvements naturels et instinctifs, puisqu'ils constituent la base de leur mode de vie. Dans ces cas-là, il est vivement conseillé de faire marcher ou trotter le cheval, mais tout en douceur, et lorsqu'on le désire, avec des indications les plus douces et discrètes possibles. La clé réside dans cette méthode, tout en douceur, compréhension et patience. Si le cheval exige une action de jambe particulièrement énergique pour évoluer au pas, il est préférable de se concentrer là-dessus plutôt que de perdre du temps et des forces à essayer de le faire monter au trot, en ayant recours, qui plus est, à des aides qui lui sont encore inconnues, comme la cravache ou les éperons. En favorisant chez le cheval une impulsion franche, sans avoir recours à la brutalité, on obtient un pas détendu, un trot naturel et léger, et un arrêt tout en douceur. Il faut ensuite faire preuve d'astuce en cessant toute action des aides et tout stimulus négatif, pour faire comprendre au cheval qu'il doit changer d'amplitude dans une allure, voire monter ou descendre d'une allure à l'autre. En demandant au cheval d'allonger le pas et d'augmenter son amplitude, tout en continuant à le stimuler avec la jambe, il finira par n'avoir pas d'autre solution que de monter au trot. Et s'il commence à trotter, il faut alors relâcher la jambe pour le récompenser. Il est essentiel de le mettre dans les meilleures conditions pour trotter. Si pour une raison donnée, on oublie de relâcher les rênes et que l'on s'y cramponne, le cheval ne montera jamais au trot. Le cheval sait désormais qu'il ne doit pas se contenter d'augmenter son amplitude au pas pour se libérer du contact de la jambe, mais qu'il doit bel et bien passer au trot. S'il cherche à redescendre au pas dans l'enclos, alors qu'on a déjà relâché les jambes, il faut les resserrer de nouveau et se pencher légèrement en arrière pour le stimuler à la fois avec les jambes et le corps, jusqu'à ce qu'il remonte au trot. Cela va devenir de plus en plus simple de faire trotter le cheval et de lui faire maintenir l'allure. Il faut alors continuer à transmettre nos indications tout en finesse. On peut ensuite poursuivre le processus. Alors qu'il évolue au trot, on peut par exemple maintenir les jambes serrées au lieu de les relâcher. En prenant appui légèrement sur les étriers, au trot enlevé, autrement dit en s'enlevant un temps sur 2, il est aisé de suivre le rythme, même s'il peut sembler désordonné au début. Cette position permet d'accompagner plus aisément l'allure, le mouvement se faisant en coordination avec les déplacements du cheval, contrairement au trot assis. Quand on sent que le cheval allonge le trot, il faut maintenir la pression des jambes, tout en le poussant avec les mains à fléchir la tête et à soulever légèrement son encolure. Si le cheval répond correctement, il faut relâcher toutes les aides, d'une part pour le récompenser, d'autre part pour le laisser se détendre. Le cheval manifeste alors sa reconnaissance en mâchonnant son mors et en décontractant ses muscles. Il faut alors continuer de travailler en répétant les indications tant de fois que cela sera nécessaire, sans oublier de se fixer des objectifs. Pas cadencé aux rênes longues et légèrement flottantes. Corps en arrière et action énergique des jambes pour allonger le pas. Chercher l'équilibre parfait du cheval en le poussant à engager ses postérieurs sous sa masse. Raccourcir le pas si le cheval se porte trop en avant. Le faire monter au trot en le laissant volontairement évoluer à son rythme.
Allongez ensuite le plus possible le trot. S'il se porte à nouveau trop en avant, jouez avec les rênes pour lui faire fléchir la tête et soulever l'encolure tout en essayant de préserver son impulsion. Après cette séance, on peut relâcher les aides et revenir au trot libre et sans contact. L'enclos présente l'avantage de pouvoir réaliser ces exercices en toute tranquillité. L'essentiel est de rendre le cheval réceptif et de le familiariser tout en délicatesse et en douceur aux transitions montantes et descendantes. Il est tout à fait possible d'y parvenir avec des actions de mains et de jambes fines et discrètes. Lorsque son propriétaire en fit l'acquisition, Black Mambo avait l'âge indiqué pour être soumis au processus de dressage. Au début, son instructeur fut agréablement surpris par la docilité et la douceur de Black Mambo. Bien que le cheval n'en soit qu'au stade du débourrage, son instructeur estima opportun de le familiariser avec les stalles de départ, afin qu'il surmonte ses appréhensions. On ignore hélas ce qui s'est passé par la suite. Toujours est-il que Black Mambo fut confié aux bons soins de Martin Ardeuil. Black Mambo s'était blessé en descendant du van et en fut très diminué physiquement. Son propriétaire raconta à Martin Ardeuil que l'instructeur n'était jamais parvenu à le faire rentrer dans la stalle de départ et que Black Mambo s'était blessé lors de l'une de ses tentatives. Mais Black Mambo se méfiait de tout et de tout le monde. Dans son box, il était sur la défensive dès que l'on entrait pour le nourrir ou le soigner. Martin Ardeuil réussit toutefois à se rapprocher du cheval tout en restant extrêmement vigilant face à d'éventuelles réactions de violence de sa part. Tandis que Black Mambo se rétablissait peu à peu, Ardeuil put constater que derrière cette apparence méfiante se cachait en réalité un cheval tranquille et désireux de donner le meilleur de lui-même. Son regard changeait au fur et à mesure qu'il reprenait confiance en l'homme. Cependant, les premières expériences en selle se révélèrent difficiles car Black Mambo n'était pas suffisamment dressé. Quelques jours au pas dans un paddock et quelques corrections sur l'embouchure permirent d'améliorer la situation. Black Mambo se mit ainsi à trotter et à galoper normalement, prouvant qu'il avait encore et toujours l'étoffe d'un champion. Le moment était venu pour Martin Ardeuil de confronter à nouveau le cheval à une stalle de départ. La porte avant de la stalle fut recouverte à l'aide d'une couverture pour éviter que Black Mambo ne soit tenté de la franchir. Cette couverture était maintenue tendue grâce à un système spécialement conçu à cet effet, le tout pouvant être rapidement démonté en cas de nécessité. La nuit précédente, Black Mambo fut maintenu à jeun. Le lendemain matin, il avait naturellement très faim. Armando, son habituel jockey, l'emmena sur la piste comme chaque jour pour qu'il se détende. Après 2 tours, le cheval était prêt à affronter la stalle de départ. Ardeuil lui fit comprendre qu'il serait récompensé s'il se comportait bien et lui donna pour ce faire un peu d'avoine avant de commencer. Avec une longe, ils tentèrent de faire entrer Black Mambo dans la stalle, mais ce dernier s'y refusa. En jouant sur le licol, Ardeuil décida de faire reculer Black Mambo chaque fois qu'il refusait d'avancer. Le cheval comprit vite tout l'intérêt qu'il avait à rentrer dans la stalle. En effet, dès qu'il franchissait la porte, Ardeuil le récompensait avec un peu de nourriture avant de le faire ressortir.
Après plusieurs essais, Ardeuil se rendit compte que le cheval se méfiait de ce qui se passait derrière lui. Peut-être avait-il été puni de la sorte auparavant. Il le fit donc entrer à nouveau dans la stalle et commença à le toucher et à le caresser de chaque côté. Le cheval montrait des signes de nervosité qu'un peu de nourriture permettait d'atténuer. Après plusieurs essais fructueux, Ardeuil ôta enfin la couverture de la porte. Il fit alors passer Black Mambo à travers la stalle ouverte, mais l'immobiliser au milieu de la stalle semblait rendre le cheval nerveux. En effet, il s'agitait, se mettait à sauter en avant dès qu'il dépassait le centre de la stalle. Probablement avait-il d'autres mauvais souvenirs à l'esprit. Ardeuil se contenta alors de calmer le cheval en lui donnant un peu de nourriture à chaque fois qu'il traversait la stalle, sans trop d'agitation. Quelques jours après le premier essai, Ardeuil estima que le cheval était prêt à être monté. Armando, en selle, le fit entrer dans la stalle. Le cheval se mit à chercher la nourriture, visiblement nerveux. Il comprit alors qu'il s'agissait pour lui d'un jour particulier. Les jours passant, Black Mambo montrait toujours plus de bonne disposition, laissant supposer qu'il était désormais préparé à une sortie de stalle en bonne et due forme. Ardeuil trouva donc un jockey prêt à tenter l'expérience. Mambo, au moment d'entrer dans la stalle, paraissait perturbé car ce n'était plus Armando qui était en selle, ce dernier étant chargé de veiller à ce que la porte arrière reste bien fermée. Ardeuil ouvrit alors la porte avant, le jockey donna des jambes pour lancer sa monture et Black Mambo s'élança. Le chronométré ne servait strictement à rien. Black Mambo démontra des qualités naturelles dignes d'un futur crack. Peut-être était-ce aussi une façon de remercier celui qui lui avait offert la possibilité de courir à nouveau, prolongeant ainsi l'aventure. Si les standards de race définissent les caractéristiques à sélectionner chez un cheval, ils font parfois l'impasse sur les spécificités d'origine de chacune d'entre elles. Car au fil du temps, les processus de sélection ont grandement modifié les caractères originels des races équines afin de répondre à des exigences d'esthétique ou de rentabilité. Les associations tentent, elles, de préserver la tradition, notamment à travers les présentations de chevaux. Aujourd'hui, bien que certaines évolutions ou modifications soient acceptées, la tendance est plutôt au respect des critères de sélection et de présentation de chaque race. En Argentine, par exemple, il est difficile d'imaginer un cheval criollo portant une crinière longue et abondante. Son cavalier se verrait automatiquement taxé de paresse et de négligence. La plupart des observateurs affirmeraient en effet qu'un tel cavalier ne prend pas soin de sa monture comme il le devrait. De la même manière, il serait étonnant de rencontrer un cheval sellé à l'anglaise dans une présentation de chevaux, Maremano en Italie. Il existe en effet une véritable culture maremana, avec ses propres selles, ses rênes et ses embouchures, témoin d'une tradition dont les Buteri, les éleveurs de bétail toscans, sont les garants. Il en est de même avec les chevaux lourds, appelés aussi chevaux de trait. Jadis, la queue de ces chevaux de trait était presque systématiquement écourtée, sous prétexte qu'elle pouvait s'emmêler dans les guides de l'attelage. Cette pratique est heureusement interdite depuis 1996 par une loi française, au moins pour toutes les races équines sur le sol français. C'est ainsi que s'est développée la technique consistant à tresser la queue des chevaux. Les chevaux lourds se distinguent par leur puissance. Leur ossature lourde et leur force en font des chevaux parfaits pour la traction de véhicules en tout genre. Mais la mécanisation des travaux agricoles a vu les chevaux de trait perdre la dernière de leurs fonctions.
Cependant, ils connaissent aujourd'hui une importante reconversion dans l'attelage de loisirs ou le débardage. Dans tous les cas, c'est sa conformation et sa masse musculaire qui déterminent la qualité d'un cheval de trait. Il faut donc savoir les mettre en valeur lors d'une présentation. Il est d'usage, par exemple, d'attacher la queue et la crinière des chevaux lourds pour bien faire ressortir leur encolure et leurs cuisses. Il existe quelques règles qu'il est conseillé de respecter pour bien réussir une présentation devant un jury. Avant toute chose, le cheval doit être entièrement douché et brossé pour obtenir un poil soyeux et une robe brillante. Une fois que les crins sont séchés, il faut brosser la queue et la crinière, qui doivent être régulières et démêlées. Après avoir brossé la queue et la crinière, il est d'usage de couper les crins les plus courts, ces derniers ne pouvant pas être pris dans la tresse. On coupe généralement les crins qui se trouvent sur les bords de la crinière et de la queue. Traditionnellement, on place sur la crinière un pompon de laine muni de fils de laine assez courts pour l'attacher. Il est également possible de rajouter des fils plus longs pour donner du volume et des couleurs au pompon. Ce dernier s'attache donc en haut de l'encolure, derrière les oreilles, en veillant bien à séparer les fils de couleur des crins. On réalise ensuite la tresse en alternant naturellement les crins et les fils de laine. Les crins de l'extrémité de la crinière étant moins longs que ceux de la partie centrale, on les regroupe généralement en une tresse dirigée vers le bas qui ne sera pas attachée à l'encolure. On attache ensuite le bout de la crinière avec les restes de fils de laine et l'on coupe les crins qui dépassent pour donner un meilleur aspect à l'ensemble. Cela va aussi permettre de dégager et de mettre en valeur le profil de l'encolure, ainsi que le sommet de l'épaule. Mais n'oublions pas la queue. Après l'avoir étrillée, brossée et correctement démêlée, on divise les crins en mèches et l'on attache un autre pompon, toujours avec des fils de laine, cette fois au niveau de l'attache de la queue. Il faut maintenir le pompon en place tant que la tresse n'est pas entamée. Chez les chevaux mâles, la tresse doit être réalisée jusqu'au bout de la queue. Chez les juments, en revanche, on laisse généralement une partie de la queue non tressée. Cette tradition remonte à une époque où il était de bon goût de dissimuler les parties génitales des juments. Comme pour la crinière, on attache l'extrémité de la queue avec les restes de fils de laine et l'on coupe les crins qui dépassent. L'usage veut que l'on dissimule la longue natte en la faisant remonter derrière la natte du couard, et ce, au moyen d'un fil de fer que l'on glisse entre l'une et l'autre. La partie qui dépasse ensuite par le haut doit être retournée et fixée en la cousant avec du fil de laine, ou bien avec une mèche de crin, pour que cela soit plus discret. Le cheval est désormais fin prêt pour la présentation. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre un filet, son numéro, et attendre patiemment notre tour. Perdre ou gagner, est-ce vraiment là l'essentiel? Le plus important n'est-il pas de présenter le cheval sous son meilleur jour et de ne rien laisser au hasard dans sa préparation? Le reste appartient au jury.